Depuis toujours, l'humanité a ce rapport assez complexe, on va dire, avec la mer. C'est un mélange de fascination, de respect, mais aussi de peur. Chaque voyage en mer, c'est une aventure bien sûr, mais c'est aussi un risque. Et parfois, ce risque se concrétise. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ces navires qui justement ne sont jamais rentrés au port. Le naufrage, c'est un spectacle terrible qui a toujours, paradoxalement, fasciné les artistes. Regardez ce tableau. Il est de Waterhouse, inspiré de La Tempête de Shakespeare. On ressent vraiment ce mélange d'effroi et d'admiration. On a ce personnage, Miranda, qui regarde complètement impuissante le bateau se faire démolir par les vagues. C'est une image puissante, une scène dramatique qui s'est jouée un nombre incalculable de fois, dans la fiction, mais surtout dans la réalité. Et justement, Shakespeare, dans sa pièce, met des mots incroyables sur ce qu'on peut ressentir. « Oh, j'ai souffert avec ceux que j'ai vus souffrir. Pauvres âmes, elles ont péri. » C'est poignant, on sent vraiment l'empathie, la violence du choc, la perte brutale. C'est un cri du cœur qui traverse les siècles en fait. Et quand on regarde une carte comme celle-ci, on prend la mesure du drame. Ce n'est pas juste quelques histoires isolées. Des milliers de navires gisent au fond des mers, partout dans le monde. Victimes de la météo, d'une erreur humaine, d'un acte de guerre. Chaque petit point sur cette carte, c'est une histoire, une tragédie silencieuse qui repose sous les vagues. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi ces histoires de naufrage nous marquent-elles à ce point, même des centaines d'années plus tard? Qu'est-ce qui les rend si inoubliables? Pour tenter de comprendre ça, on va se plonger dans deux récits, deux histoires de naufrage très différentes mais tout aussi fortes. On va commencer par la force la plus redoutable, celle qu'on ne peut pas contrôler, la nature. On va s'intéresser au destin de deux galions espagnols. Tous les deux étaient chargés de trésors, tous les deux ont fait face à la fureur de l'océan, mais avec des résultats, on va le voir, complètement opposés. Premier cas d'étude, le San Agustín. Et là, on est face à une incroyable histoire de survie. On est en 1595. Le capitaine du San Agustín a une mission, cartographier la côte de la Californie. À l'époque, c'est une terre quasi inconnue, tellement inconnue qu'on pensait que c'était une île. Il navigue donc le long de ses côtes, près de Point Reyes, un coin réputé pour être hyper dangereux, avec un brouillard à couper au couteau et des courants redoutables. Et ce qui devait arriver arriva, une tempête terrible éclate et pulvérise littéralement le navire. Le capitaine Cermeño et ses 76 hommes se retrouvent donc coincés, naufragés. C'est là que l'histoire devient folle. Au lieu de se laisser abattre, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent un petit bateau, un bicoro, avec les planches de leur galion détruit. Et avec cette embarcation de fortune, ils vont naviguer sur plus de 3000 km vers le sud, le long d'une côte qu'ils ne connaissent pas. 2 mois plus tard, ils arrivent à Acapulco. Ils ont perdu tout le trésor, mais le capitaine, lui, a sauvé tout son équipage. C'est juste une leçon de courage et d'ingéniosité absolument incroyable. Maintenant, changement de décor et de ton. On passe au deuxième galion, le Nuestra Señora de Atocha. Et là, l'histoire ne tourne plus autour de la survie, mais bien d'un trésor. Un trésor légendaire, perdu, puis retrouvé. Le chiffre à retenir, c'est celui-ci, 24 tonnes. C'est la quantité de lingots d'argent que l'Atocha transportait quand il a coulé, pris dans un ouragan en 1622. 24 tonnes, c'est colossal, ça donne tout de suite la dimension de ce qui était en jeu. Et ce n'était pas tout. En plus de cet argent, il y avait 125 lingots d'or, des bijoux, des émeraudes, toutes les richesses du Nouveau Monde. Un trésor inimaginable qui a sombré avec 260 personnes. Sur tout l'équipage, seuls 5 survivants ont pu raconter l'horreur, accrochés à ce qui restait du mât. Cette histoire de trésor perdu a évidemment nourri une obsession, celle de Mel Fisher, un chasseur d'épaves qui a passé 16 ans de sa vie à chercher l'Atocha. Et sa citation résume tout. Une fois que vous avez vu le fond de l'océan pavé d'or, vous ne l'oubliez jamais. On sent la fascination, la quête d'une vie qui a fini par payer en 1985. Bon, maintenant, mettons ces deux histoires côte à côte. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent finalement sur ce qui nous fascine tant dans ces catastrophes maritimes? C'est en les comparant qu'on va voir se dessiner deux facettes très différentes de cette fascination. Le contraste est vraiment saisissant, non? D'un côté, on a le San Agustín, c'est une histoire d'endurance humaine, une épopée où la vie a primé sur tout. On a sauvé les hommes, mais on a perdu le trésor. Et de l'autre, l'Atocha, une tragédie humaine immense, mais dont l'histoire a été complètement éclipsée par la valeur matérielle du trésor qui, lui, a été retrouvé. L'une, c'est l'histoire de la vie, l'autre, c'est l'histoire de la richesse. Finalement, ces épaves, qu'elles racontent un acte de bravoure ou une chasse au trésor, elles deviennent autre chose. Elles sont comme des mémoriaux sous-marins. Des tombes silencieuses, oui, mais aussi des leçons d'histoire qui nous rappellent à quel point nos plus grandes entreprises peuvent être fragiles face aux forces de la nature. Au fond, notre fascination, c'est peut-être une façon de ne pas oublier, de rendre hommage à toutes ces vies perdues. En continuant de raconter ces histoires, on leur offre une sorte d'immortalité. La vraie question, c'est de quoi choisit-on de se souvenir? De la valeur inestimable de la vie humaine, comme pour le San Agustín, ou de l'éclat de l'or, comme pour l'Atocha? C'est en gardant leur mémoire vivante qu'on empêche ces navires et leurs équipages de sombrer une deuxième fois,
dans l'oubli.